Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Coucou les enchanteurs. Et oui, nous sommes le dimanche 18 quoi 18 février, et oui, l'anniversaire de Mimi est passé. On l'embrasse bien fort à notre très chère Mimi Mireille. Et oui, c'était le 13 février, pardon. Et donc, vous lui avez souhaité plein de joyeux anniversaires. Je souhaitais vraiment vous remercier. J'ai vu sur le site, il y avait plein de messages. Donc, j'espère que aussi Mimi a reçu plein d'autres messages. J'ai vu que pour certains, vous m'aviez mis en copie. Donc, vraiment, un grand merci à vous. On commence l'émission en remerciant les enchanteurs pour leur joyeux anniversaire à notre très chère Mimi Mireille. Alors, j'espère que vous avez passé toutes et tous une très très bonne semaine, que tout a été aux petits oignons pour vous et que tout se passe bien ce week-end magique et enchanteur. Et oui, parce que ce dimanche, il va se passer plein de belles choses dans le Réveil des Enchanteurs. N'oubliez pas que le Réveil des Enchanteurs, c'est chaque dimanche matin en direct. On est toujours en direct entre 10h et midi. Et ensuite, il y a la rediffusion de cette émission entre 16h et 18h le même jour. Et après coup, en début de semaine, sur notre chaîne YouTube, Antasia TV, vous avez le replay avec une belle illustration, une belle mise en image de cette magnifique émission. Avant que l'on ne commence et que je ne vous développe un petit peu tout ce qui va se passer ce matin, et je peux vous dire qu'il y a du lourd, notamment avec Vera, je vous expliquerai ça tout à l'heure. On fait de gros coucous à tous les enchanteurs qui sont sur le chat et à tous les enchanteurs qui nous écoutent ce matin. Donc plein de gros bisous à Robert. Coucou mon petit Robert. Ça fait plaisir de te voir sur le chat comme chaque dimanche matin. Robert est tout le temps là. Je vous le dis, il est comme Mimi, il est constamment connecté et ça c'est merveilleux. Merci à toi, on t'embrasse bien fort. Il y a également Kadarn qui est parmi nous. Hello Kadarn. Alors j'ai envoyé un petit message hier soir à Kadarn pour l'avertir que ce matin, je lui réserve une surprise. Kadarn, depuis quelques semaines, même quelques mois, nous propose une magnifique chronique. Et grâce à l'engouement qu'il a autour de la Bretagne de A à Z, et oui, grâce à cet engouement, il a réussi à prendre avec lui 2 autres enchanteurs merveilleux. Il y a Vera qui fait ses chroniques, mais il y a également Sylvain qui fait ses chroniques. Et d'ailleurs, ce matin, nous allons découvrir la voix de Sylvain autour de O comme Olivier V de Clisson. Et on va découvrir de très jolies choses, vous allez voir. Il nous a fait ça aux petits oignons. Et donc, j'avais envie de lui faire une petite surprise à notre ami Kadarn pour le remercier notamment de tout ce qu'il fait pour la radio et pour les enchanteurs. Et bien évidemment, j'adore, il y a une chanson que j'adore. Et quand je l'écoute, maintenant, je pense à Kadarn. Et oui, à Kadarn, mais aussi à pas mal d'enchanteurs. Parce que, tout comme Kadarn, tant qu'on rêve encore, et que les yeux se développent et tout ça, et que vos cœurs se développent, il se passe plein de belles choses. Donc après la chronique de Kadarn, une jolie chanson pour pouvoir remercier ce merveilleux enchanteur pour tout ce qu'il apporte à la radio. Il y a également parmi nous Althea. Hello Althea. Ça va bien? Oui, ça va bien ma petite Althea. On te fait plein de gros bisous. Oh, mais il y a Valilounette qui vient d'arriver. Bienvenue Valilounette. Ça fait plaisir de te voir sur le chat. J'espère que tu as passé également une très très belle semaine et que tu passes un très bon week-end. Tiens, j'ai Kadarn qui dit Olivier 5. Olivier 5? Moi j'ai vu Olivier V. Ah, d'accord. Ah, c'est énorme. Vous savez quoi? En fait, c'était un V, mais en fait, c'est le chiffre romain. Donc, je suis désolée, mais en fait, dans le podcast que je vais vous poser, quand vous allez le voir sur la radio, vous allez voir un V, en fait. Mais en fait, non. En fait, j'ai pas de bêtises parce que le V, c'est le 5. Donc, c'est bon. Ok, c'est Olivier 5 de Clisson. Waouh.
J'avais pas compris que c'était le chiffre romain, tu vois. Donc merci Cadane pour cette petite subtilité. Il y a également parmi nous Ezelian. Hello Ezelian. How are you, Ezelian? Ezelian, you high, you high. Non, tu es merveilleux Ezelian, je t'aime très très fort. Il y a également, j'espère que tu passes un très bon week-end et que tu as passé une très bonne semaine, mon très cher Ezelian. Il y a également Abim qui est parmi nous. Coucou ma petite Abim. Alors Abim nous a dit qu'elle passait sur le chat, elle nous faisait un petit coucou, mais par contre, elle allait faire la cuisine ce matin. Donc elle n'allait pas pouvoir rester trop longtemps sur le chat, donc on l'embrasse bien fort et on pense bien à toi pour la cuisine. Si j'avais su, je t'aurais fait une petite chanson aux petits oignons merveilleux pour pouvoir un petit peu te motiver à la cuisine. Mais je pense que si dès le dimanche matin, tu fais de la cuisine, c'est que ça doit te plaire. Je pense. Vous avez remarqué que j'ai encore des restes de ma grippe. Hein. Ça fait juste 3 semaines que j'ai eu la grippe. J'ai encore des restes de la grippe. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Cette grippe ne me quitte pas. Voilà. Alors moi, je vais mieux au niveau santé, mais la voix... on entend bien que la voix, elle est plus trop là, quoi. Hein. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On fait avec, comme on dit. Il y a également parmi nous Hamulus. Hello Hamulus. Comment ça va, Hamulus? Vous savez, ce matin, je suis d'humeur à chantonner, hein, mais ce n'est pas pour rien parce que Ether nous réserve une surprise à 11h. Je peux vous dire, ça promet du bouillon et ça va donner envie de chanter, de danser et de s'amuser. Bref, donc Hamulus, on t'embrasse bien fort à toi, à ta charmante femme et à tes 2 enfants. Plein de gros bisous. J'espère que tu as passé une merveilleuse semaine et également un très bon week-end. On rappelle, Hamulus fait partie de nos partenaires, donc allez voir ce qu'il fait dans sa boutique Baguette Salamander. Vraiment les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour, aller checker les jolies baguettes de Hamulus. Hamulus qui est notre deuxième Ollivander, hein, donc de cette merveilleuse... j'allais dire émission, eh ben non, de cette merveilleuse radio, et oui, qui est Radio Antasia. Donc je crois que je n'ai oublié personne, je crois que j'ai cité tout le monde. Mimi va pas tarder à arriver, parce que je l'ai vue là par message tout à l'heure. Elle est en train de se faire son petit déjeuner, comme beaucoup d'enchanteurs à cette heure-là. Moi j'ai déjà déjeuné, hein. J'ai déjà pris mon petit café, mes petits croissants, ma petite tartine au beurre. J'ai regardé ma petite série Kilari. C'est mon truc ça, j'adore regarder des dessins animés quand je me lève le matin. D'ailleurs, avant d'aller travailler, j'adore regarder les dessins animés. Et en ce moment, c'est vrai que je vous ai pas dit, j'en ai parlé en off à la team, et ben en ce moment, je regarde les Cités d'Or. Et je peux vous dire que de regarder les Cités d'Or avec un œil d'adulte, eh ben, on en prend encore plus la mirette. Et j'ai même appris que les Cités d'Or étaient une série d'animation qui nous faisait entrer dans les portes initiatiques, hein, donc du cheminement ésotérique et magique, comme on a l'habitude de voir tout au long de cette radio. Cette radio vous permet effectivement de vous ouvrir les portes, eh bien, au départ de votre cheminement initiatique et ésotérique. Et après coup, une fois que vous découvrez plein de belles choses autour de la radio, vous pouvez un petit peu vous étendre dans tout ce qui se passe sur la stratosphère de Internet notamment. Donc voilà, Antasia, c'est la première clé, va-t-on dire, c'est la première porte qui vous ouvre cet univers enchanteur. Donc j'adore vraiment les Cités d'Or parce que déjà j'adorais ça quand j'étais petite, mais alors là, avec un œil d'adulte, je trouve ça encore plus beau, encore plus beau. Enfin bref, franchement, allez voir, allez découvrir les Cités d'Or si vous ne connaissez pas. Cette histoire est magnifique, vraiment. Je crois même qu'en tant qu'adulte, ça devient mon animé préféré, en fait. C'est très, très étrange de dire ça comme ça, mais ouais, je pense que les Cités d'Or va devenir mon top 3. Alors, donc, que va-t-il se passer ce matin? Parce que je papote, mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors, ce matin, nous allons ouvrir les portes autour d'un personnage mystérieux que vous devez connaître très certainement, qui est Hermès. Grâce à Mimi Mireille et à sa merveilleuse chronique Retour vers le passé, Mimi nous dévoile les clés et les portes de l'univers, donc de ce personnage haut en couleur. Ensuite, nous aurons l'immense bonheur donc de retrouver la chronique de Cadarn avec la voix merveilleuse de Sylvain, à qui on fait plein de gros bisous au passage.
pour nous parler, nous raconter l'histoire d'Olivier V de Clisson. Ça y est, Olivier V de Clisson, qui est un personnage assez énigmatique, je ne vous le cache pas. En tout cas, quand j'ai écouté et lu le plan de Cadarne, je me suis dit, oulala, mais ça promet du bouillon. Bien évidemment, on retrouvera à 10h30 la merveilleuse chronique de Vera. Et oui, Vera n'a pas pu être parmi nous en direct exceptionnellement ce matin, mais elle pense bien fort à vous. Elle est occupée, hélas, ce week-end, mais c'est normal, hein, vous savez, hein, on a chacun notre vie, hein, donc on ne peut pas être constamment connecté à la platine de la radio. Et donc, notre très chère Vera nous a fait une magnifique chronique autour du Paris magique. Vous allez voir, elle va un petit peu vous expliquer, Vera, ce qu'elle vous concocte pour ses futures chroniques autour de Paris. Et moi, elle m'a envoyé tout un plan détaillé. Donc, elle nous explique donc, que jusqu'à la fin de la saison de Witchy Planet, Vera nous proposera donc un cycle de visites à Paris. Donc là, je pense à notre très chère Roxane de Versailles qui va très certainement être super heureuse de découvrir. Je sais qu'elle aimait déjà la chronique de Vera, mais là, autour de Paris, quand on est parisien, eh bien, on en prend plein les mirettes parce qu'on est sur place et qu'on peut aller voir sur place ce qui s'y passe. Et donc, elle nous explique, Vera, que à travers ces lieux magiques et ésotériques, on va pouvoir ouvrir les champs des possibles. Donc, de la cathédrale de Notre-Dame, les catacombes en passant par la maison de Nicolas Flamel ou encore le musée du Louvre, vous découvrirez la magie enchanteresse de notre capitale. Et pour ce dimanche matin, eh bien, nous partons dans le 18e arrondissement. Et oui, pour une balade à la butte Montmartre. À la butte de Montmartre. Ça promet, ça promet. Donc, visite de Montmartre avec notre très chère Vera et sa Witchy Planet. Et puis, à 11h, nous aurons en live notre très cher Éther le Barde qui nous concocte une fin de matinée qui est assez très très spéciale, hein, mais très spéciale dans le bon sens. Vous allez voir, il nous a programmé tout un truc avec notamment 2 morceaux, dont un que j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe U2. J'adore U2. Moi, ça fait pas. Enfin, à chaque fois que j'en pense à U2, je pense à mon adolescence. Hein. C'est un truc de fou. Et donc, c'est donc merveilleux de pouvoir se dire qu'il y aura U2 tout à l'heure, mais pas que. Voilà, mes très chers enchanteurs, hein, pour cette petite matinée merveilleuse. Oh, il y a Pascal Le Breton qui est parmi nous. On te fait plein de gros bisous, Pascal. Et j'espère que tu as passé également une très très belle semaine et que tu passes un très très bon week-end. Alors, pour celles et ceux qui ont raté l'émission d'hier après-midi, eh bien, j'étais en direct, toute seule, comme une grande. Ça faisait longtemps, hein. Eh bien, hier après-midi, je vous ai ouvert les portes autour du conte de Blanche-Neige et les 7 nains. Mais de manière assez particulière, puisqu'on a ouvert les portes autour du symbolisme des éléments, des 4 éléments, autour du symbolisme de l'astrologie, mais surtout autour du symbolisme de la psychologie. De quoi nous parle ce conte au niveau psychologique et de l'âme humaine? Eh bien, c'était ça hier après-midi dont j'ai parlé en direct pendant 2 heures. D'ailleurs, j'ai même partagé le conte originel des frères Grimm. Donc, si jamais vous souhaitez réécouter cette émission, elle sera en rediffusion mercredi entre 16h et 18h, mais également, eh bien, elle sera pas en replay. Mais par contre, si vous voulez l'avoir en replay, avec tous les cadeaux, le plan PDF, vous me contactez par mail. Donc, contact@radioantasia.fr et je vous transmettrai le lien du OneDrive. D'ailleurs, je remercie au passage les enchanteurs hier qui m'ont envoyé un mail pour recevoir le lien. Je vous écris... Je vous promets cet après-midi pour vous donner le lien. Je suis désolée, mais c'est vrai qu'hier, c'était un petit peu, entre le live, la préparation et tout. J'ai pas pu vous l'envoyer, mais je m'occupe de ça cet après-midi. Et hier soir, donc, on a eu le replay, la rediffusion de la toute première émission de Speak and Spell. La toute première fois que Speak and Spell a été diffusé sur les ondes d'une radio, qui était Witchy's Radio à l'époque. Et donc, on a pu se souvenir un petit peu des débuts de toute l'équipe. Et c'était vraiment mignon et aux petits oignons. Et je vous rassure, l'équipe de Speak and Spell sera en direct le mois prochain. C'est juste que pendant cette saison, il y a des samedis où il n'était pas disponible
ou alors il y a les samedis où vous étiez malade, comme c'était la fois d'avant, mais il y a aussi des samedis où il n'était pas disponible. Donc en contrepartie, je rediffuse des podcasts, des émissions qui n'ont jamais été publiées. Donc ce qui fait que vous redécouvrez, si vous n'étiez pas auditeur de Witches Radio, vous découvrez ou vous redécouvrez ces émissions-là qui étaient quand même des pépites. Hier, on a vraiment beaucoup apprécié de pouvoir réentendre toutes ces belles choses. Et à 11h, on a eu Demoiselle Valérie de Demoiselle Étrange qui est venue en direct pour nous parler du feu et de la magie du feu notamment, et comment se protéger, comment arriver à faire de la magie du feu sans pour autant vivre des expériences dramatiques. Et c'était vraiment une émission hyper enrichissante. Franchement, écoutez Demoiselle Étrange, écoutez Valérie chaque 3e samedi du mois à 23h. Je sais que c'est un petit peu tard, mais en même temps, ce qu'elle nous propose, c'est tellement beau. C'est rare chez un praticien de donner autant d'informations sur la pratique, vraiment, et puis de manière éthique et responsable, éco-responsable. Alors sur le moment, on se dit, oh là, c'est un mot encore, mais en fait, non, c'est important de se dire, on va pas acheter tout n'importe quoi, faire tout n'importe quoi. Et Valérie fait vraiment très bien le job, et à chaque fois, on est super content. On est avec elle en petit comité sur le chat, et elle répond à nos questions. Elle est vraiment là pour nous, en fait. Et sachez que Demoiselle Étrange, c'est quand même quelque chose d'énorme, et elle est hyper sollicitée, hyper demandée, et le fait de l'avoir rien que pour nous, mais c'est juste que du bonheur. Donc n'hésitez pas à venir chaque 3e samedi du mois à 23h si vous voulez vraiment vivre votre pratique, votre magie de manière introspective et en petit comité. Voilà. Il y a Mimi qui vient d'arriver, on te fait plein de gros bisous, ma petite Mimi. Alors ce matin, vous avez choisi en chouette chanson, la bande originale de la série, du film Dangereuse Alliance. Donc magnifique proposition. Donc on va écouter ça. Et juste avant, j'avais envie de vous faire écouter Mylène Farmer. Vous savez que j'aime énormément Mylène Farmer, comme beaucoup d'enchanteurs. Et là, je pense à Millenia, à qui je fais plein de gros bisous au passage. Et par contre, j'aime énormément le duo qu'elle a fait avec Moby, qui s'appelle Sleeping Away, qui signifie crier la vie. Parce que ce matin, les amis, nous allons crier la vie. Nous allons rêver, nous allons aimer, nous allons danser, nous allons chanter. Parce qu'il n'y a que ça de beau, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de magique. Et oui, le bonheur, vivre le bonheur. Et être conscient que le bonheur est présent à chaque instant de notre vie. Donc on se laisse avec Crier la vie, et ensuite, bien évidemment, votre chouette chanson et les chroniques enchanteresses de notre chère, chouette équipe. À tout à l'heure les amis, pour d'autres aventures. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Comme vous le savez, nous sommes déjà le 3e dimanche du mois, donc nous allons parler d'un personnage mythologique masculin et nous sommes toujours dans le thème séduire. Ce matin, je vais vous parler d'Hermès. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnages de reportages, internet, cours selon les cas. Alors, vous l'avez compris en entendant le mot Hermès, ce matin nous allons voyager au cœur de la mythologie grecque. Hermès est le dieu des voyageurs, mais il est également le porteur céleste de dépêches divines. La personnalité d'Hermès est complexe. Il est à la fois rusé, inventif, il a également beaucoup de connaissances et il sait mentir. Il maîtrise même l'art de la manipulation d'idées. Et bien d'autres choses encore. Hermès est né de l'union de Zeus et de Maïa, la fille du titan Atlas. Une nuit, pendant que tous les autres dieux dorment, Zeus rend visite à Maïa, la plus jeune fille d'Atlas. La belle Maïa mettra 4 jours pour enfanter Hermès.
elle mettra au monde Hermès dans une caverne du mont Cylène, au sud de l'Arcadie. Hermès est un dieu précoce. Pendant qu'il est encore dans la grotte du Cylène, Hermès réussit à sortir de ses langes, il part voler une partie du troupeau de son frère Apollon. Alors Apollon, vous le savez, dieu des arts, du chant, de la musique et de la beauté, et il les emmène dans la caverne de Pylos. Pour brouiller les pistes, il va faire marcher les moutons à reculons. Bathos a vu tout ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, Hermès achète son silence en sacrifiant 2 bêtes qu'il a volées. Il fait également 12 pas pour les 12 grands dieux de l'Olympe. Hermès cache le reste du troupeau et retourne dans la grotte où il vit. Grâce à ce vol, Hermès sera reconnu comme un dieu à part entière. Par contre, Bathos revient sur sa parole et il va trouver Apollon et il lui révèle ce qui s'est passé. Apollon se rend immédiatement dans la grotte où se trouve Maïa et se plaint du larcin de son fils. Maïa montre à Apollon qu'Hermès dort sagement dans son berceau et repousse toutes ces accusations. Hermès devra quand même se défendre devant le tribunal de Zeus. Mais c'est pas grave, ça dérange pas notre ami Hermès. Il va réaliser une plaidoirie que Zeus trouve pleine d'esprit et adroite. Il en rit d'étonnement et il accorde un règlement à l'amiable entre les 2 frères. On peut dire qu'Hermès échappe aux dieux grâce à sa clairvoyance et à une ruse impertinente. C'est pas pour rien que l'on nommera également Hermès le dieu de la parole. Hermès sait échanger, il a une expression galante, il sait délivrer des messages de connaissance, mais aussi une parole que l'on peut, qui peut déguiser, déguiser la vérité, et même être mensongère. Cela fera de lui l'intermédiaire idéal entre les hommes de l'Olympe et l'Olympe avec Hadès. Hermès a de nombreux pouvoirs. Il est également le dieu du commerce, mais il est le seul à réussir à obtenir l'immortalité suite à un contrat. Hermès est le dieu des inventeurs et des magiciens également. Il va sortir à nouveau de son berceau et il inventa une lyre avec la carapace d'une tortue. Il fit le cadeau de cette lyre à Apollon. Apollon, digne maître des arts et des muses, fut ému de ce cadeau. Hermès inventa également une flûte et il va l'échanger avec Apollon contre le caducée et des leçons de divination. Hermès offre à Ulysse une plante magique, le molly, qui va le protéger contre les envoûtements. Zeus est fier de l'esprit créateur de son dernier-né. Pour le récompenser, il le nomme héros personnel des dieux et des dieux infernaux. Autrement dit, il fit d'Hermès leur messager. Hermès est un dieu populaire. Dans leur tradition, Hermès est à la fois le dieu qui veille sur les chemins. On le rencontrait régulièrement par le passé à tous les carrefours. À l'époque, on avait des sortes de bornes que l'on appelait des hermés. Alors hermé, ça s'écrit H-E-R-M-A-I.
En fait, ces bornes servaient de repère pour trouver sa direction ou évaluer une distance. Hermès était aussi le dieu du commerce et des rencontres fortuites. Lors d'une conversation entre amis, quand il y avait un blanc et que personne ne parlait, nos amis grecs disaient « Hermès passe ». De nos jours, Hermès est associé au transport, au courrier, à la poste, à la radio et bien d'autres encore. Hermès sauve Ulysse en ordonnant à Calypso de le relâcher. Hermès protège Héraclès en l'empêchant de combattre le fantôme de la Gorgogne Méduse. Hermès libère Arès. Alors vous vous souvenez, Arès c'est le dieu de la guerre, du pot de bronze dans lequel les géants l'avaient enfermé. Et il fit encore d'autres choses, la liste est longue. Mais Hermès est aussi le dieu des voleurs. Hermès est rusé, ambigu, trompeur. Les Grecs utilisent cette maxime populaire qui est coup d'Hermès, et en fait ça veut dire un coup du hasard, mais ce coup de hasard est toujours douteux. Hermès accompagne les déesses Héra, donc la femme de Zeus, Athéna, la déesse de la guerre, de la sagesse et de l'intelligence, et Aphrodite, la déesse de l'amour au concours de beauté, qui, au final, provoquera la guerre de Troie. Hermès aime Chioné. Chioné est la fille du roi d'Aédalion. Avec elle, il eut Autolycos. Autolycos sera le grand-père d'Ulysse. Hermès eut d'autres enfants, comme l'Argonaute Eurytos, Abdéros, l'amant d'Héraclès, Céphale, le grand-père de Danaé, et dans certaines traditions, il se raconte qu'il eut le dieu Pan avec Pénélope, qui est la femme d'Ulysse. Hermès est aussi très présent dans la science. En fin de compte, il est assimilé au dieu Thoth, le fameux dieu de l'Égypte ancienne. Et quand on l'associe à lui, il est sous le nom d'Hermès Trismégis, le 3 fois grand. Alors, j'espère que ce rendez-vous vous aura convenu. Évidemment, Hermès, c'est un dieu populaire, tout le monde en a déjà entendu parler. J'ai dû faire un choix arbitraire pour vous révéler certaines informations. Évidemment, il y en aurait d'autres à vous dire, mais je vous laisse faire vos propres recherches si cela vous convient, de creuser, aller voir plus loin. Cela dit, les informations que je vous ai données ce matin, je les ai trouvées, évidemment, toujours dans le même livre. Maintenant, je crois que vous connaissez son titre par cœur. Il s'agit du Larousse des mythologies du monde de Fernand Comte. Je vous souhaite une agréable journée, une belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre personnage historique. Et vous le savez maintenant, comme nous serons le 4e dimanche du mois, ce sera un personnage mythologique féminin et toujours dans nos thèmes séduire. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Olivier V de Clisson. En visitant pour la première fois la ville morbihanaise de Josselin, je m'attendais à renouer avec l'histoire de ma famille, celle d'un gardien du château de la famille Rohan, et pourtant, c'est dans cette église que la force de l'histoire me saisit. Devant moi,
Cet homme avec à ses côtés sa deuxième épouse semble atteindre un signe providentiel, revenir défendre sa patrie. Son visage sévère avec cet œil unique perçant les cieux appelle au respect et m'impose à me soumettre à son autorité. Pour seul signe de ma soumission, un baiser, un moment de recueil pour celui qui fut le maître de la guerre breton. La légende s'écrit. Né en 1336 au château de Clisson en Loire-Atlantique, donc en Bretagne, c'est important de le signaler pour nourrir mon militantisme pro-réunificateur bretonne. Fils d'Olivier IV, seigneur breton exécuté sur ordre du roi de France sous le chef d'accusation de trahison, et de Jeanne de Belleville, voire chronique sur le sujet, ennemi du roi français, à partir de ses 12 ans, il sera élevé à la cour d'Angleterre durant l'exil familial, où il rencontre pour la première fois le prétendant au trône breton, Jean de Montfort, à qui il prêtera allégeance durant la guerre de succession bretonne face à la famille de Blois, soutenue par l'ennemi familial, la France. À la fin de cette guerre, s'estimant mal récompensé de ses services, des terres lui étant refusées au profit des Anglais, Jean IV préférant donner à l'Anglais le château du Gavre et sa forêt, qu'Olivier de Clisson convoitait en récompense de bons et loyaux services, qui lui coûtèrent un œil à la bataille d'Auray. J'aurais mieux fait de me donner au diable que de voir l'Anglais mon voisin. 15 jours plus tard, c'est aux flammes de l'enfer qu'Olivier offrira le château, récupérant au passage les pierres pour son château de blé. Ah, y a pas de petites économies. Entre le sentiment d'animosité naissant entre le duc breton et Olivier et la présence anglaise en terre bretonne, le seigneur de guerre passe du côté français au service du roi. Et trouve, en son ancien adversaire, le connétable de France et breton Bertrand du Guesclin, un formidable frère d'armes. Les combats menés par Olivier lui vaudront d'être surnommé le boucher. Lors de la prise de Monton-Concours, les Anglais n'épargnent que les prisonniers pouvant payer rançon. L'écuyer d'Olivier de Clisson est capturé par l'ennemi à Benon-en-Saintonge, torturé et tué. Par vengeance, Clisson, après avoir pris la citadelle, exécute lui-même les 15 prisonniers capturés à cette occasion. Il a de même la réputation de ne pas hésiter à mutiler les ennemis captifs, leur coupant un bras ou une jambe. Du Déclin affirme « Dieu, par le corps de Saint-Benoît !» Les Anglais ne se trompent pas quand ils l'appellent le boucher. À l'amende du Déclin, que je vous raconterai très certainement, Olivier de Clisson est nommé par Charles VI. Fraîchement couronné roi de France, connétable du royaume, tout lui sourit au royaume d'Ulysse, mais dans celui de l'Hermine. 1387. Le duc Jean IV invite notre connétable à venir découvrir la nouvelle demeure ducale, au château de l'Hermine à Vannes. Et pour ceux qui se souviennent de la fin de son père, quand un Clisson est invité par une tête couronnée, Olivier se retrouve arrêté sous prétexte d'être passé à l'ennemi et emprisonné dans le tour du château. Le duc charge un de ses fidèles de l'exécution. Ce fidèle, Jeanne de Belvélan, désobéira et réussira à convaincre le duc que cette exécution aurait créé de nouvelles tensions avec la France. 12 années après cet incident, vient le temps de la réconciliation, et en gage de bonne entente, Olivier devient le tuteur de Jean V, l'héritier de la couronne ducale qu'il mettra sur le trône en 1402, allant même cette année-là à détruire les prétentions souveraines de la famille de Blois en enlevant à exécution les deux prétendants adverses. Olivier meurt en 1407 dans son château de Josselin et repose depuis auprès de sa femme Marguerite de Rohanne. Conclusion. Et même si la Révolution a tenté d'effacer sa trace, je sais qu'il nous guette et attend que nous la reconnaissance de son peuple lui doit, et de l'élever au rang de ce que l'histoire l'en a privé, un héros breton, un héros français. Alors, pour citer Jules Servat, la voilà la blanche Hermine, vit Fourgère et Clisson, et attention breton en colère, Kenavo. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonjour à tous et bienvenue dans Witchy Planet, la chronique qui vous emmène en voyage à la découverte de lieux envoûtants et emblématiques, de la sorcellerie, de la magie, de l'ésotérisme en général. Alors, c'est parti, suivez le guide.
Jusqu'à la fin de cette saison, je vous propose un cycle dédié à Paris magique et ésotérique. Pour ce premier épisode, je vous emmène tout droit dans le quartier Montmartre. Montmartre est situé à Paris, dans le 18e arrondissement. Le quartier bohème qu'Amélie Poulain a rendu mondialement célèbre. La butte Montmartre est l'une des rares collines de la capitale. Elle s'élève à 130 mètres d'altitude. Mais quelle est son histoire ? Les origines de la butte Montmartre remontent à l'Antiquité, à une époque où le polythéisme et la religion païenne étaient pratiqués de tous. En effet, cette colline a toujours été un lieu de culte, d'abord avec les druides, puis elle fut dédiée au dieu romain Mercure et au dieu Mars. D'ailleurs, l'étymologie de Montmartre pourrait se rattacher à Mons Martis, le mont de Mars, du fait qu'à l'époque gallo-romaine, 2 temples dédiés à Mars et Mercure se jouxtaient à l'emplacement actuel de l'église Saint-Pierre. Une autre étymologie serait Mons Martyrum, le mont des martyrs. En effet, en l'an 253, Saint-Denis, le premier évêque de Lutèce, est victime des persécutions antichrétiennes. Il est martyrisé et décapité par les Romains à Montmartre avec 2 autres religieux, Rustique et Éleuthère. La légende raconte qu'il aurait ramassé sa tête, l'aurait lavée à une fontaine et marché pendant près de 6 kilomètres avant de s'effondrer sur l'emplacement actuel de la basilique Saint-Denis. Une basilique mérovingienne fut édifiée en l'honneur du martyr sur la butte Montmartre, devenue par la suite l'église Saint-Pierre au XIIe siècle, et située juste derrière le Sacré-Cœur. Par la suite, des abbayes et d'autres lieux de pèlerinage associés au culte catholique seront érigés au sommet de la butte. Le roi Henri IV séjournera à l'abbaye royale en son temps, à une période où Montmartre était alors situé à l'extérieur de Paris. En effet, le quartier ne sera rattaché à la capitale qu'en 1860. En 1870, la population parisienne est assiégée après la défaite de Napoléon III contre Sedan. Les Parisiens mouraient de faim au point de tuer les animaux de la ménagerie pour se nourrir. Après la défaite, s'ensuivent la capitulation de Napoléon et l'épisode sanglant de la Commune de Paris, avec plus de 30 000 morts. Les catholiques ont considéré ces terribles événements comme une véritable punition de Dieu. Les fidèles commencèrent à se rassembler et à organiser de grandes processions, promettant d'ériger un monument à la gloire du Sacré-Cœur de Jésus. Mais d'où vient ce terme de Sacré-Cœur ? Vers 1675, Jésus-Christ apparaît à une religieuse bourguignonne du nom de Marguerite Marie Alacoque. Il lui montre son cœur brûlant d'amour pour l'humanité. Cet épisode est à l'origine de la dévotion du Sacré-Cœur qui se répand progressivement avant d'être étendue à l'ensemble de l'Église catholique par le pape en 1856. L'amour de Jésus pour l'humanité est représenté par un cœur enflammé surmonté d'une croix et cerclé d'une couronne d'épines. C'est ainsi que fut décidée en 1873 la construction de la fameuse basilique du Sacré-Cœur au sommet de la colline de Montmartre par souscription nationale en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus-Christ pour rappeler sur la France et en particulier sur sa capitale la miséricorde et la protection divine. L'architecte de la basilique est Paul Abadie. Il s'inspira de la grande mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul. L'église est en effet érigée en forme de croix grecque, ornée de coupoles ovales ainsi que d'un campanile, le tout en pierre de travertin blanche. Le choix de l'emplacement du Sacré-Cœur est doublement symbolique. Située au sommet de la butte Montmartre, l'un des points culminants de Paris, l'église serait ainsi visible de tous. L'autre raison, elle, est politique. C'est en effet au sommet de la butte que débuta la Commune de Paris en mars 1871. C'était une manière pour l'Église de réaffirmer sa puissance, mais aussi d'expier ses péchés. La première pierre de l'édifice fut posée en 1875. Sa construction demanda plus d'un demi-siècle. Très vite, on se rendit compte de la fragilité du sol montmartrois, creusé par les anciennes carrières. Abadie dut consolider ses sols avant d'envisager la construction de la basilique. Et en tout, 7 architectes ont été nécessaires pour terminer le projet en 1923. Aujourd'hui, malgré son succès touristique, puisque c'est le 2e monument religieux le plus visité de Paris après Notre-Dame, le Sacré-Cœur n'est de loin pas le lieu préféré des Parisiens. En effet, son architecture est jugée trop imposante, mais surtout, c'est son histoire, sa genèse, qui continue encore aujourd'hui de faire polémique auprès de bien des personnes. Mais si déjà vous avez fait l'effort de monter les 222 marches de la rue Escalier-Foyatier plutôt que de prendre le funiculaire, n'hésitez pas à faire une halte dans cet édifice à la blancheur immaculée. D'autant que certains considèrent la basilique comme un haut lieu énergétique.
En effet, la butte, sur laquelle elle est construite, serait un point d'énergie naturelle au taux vibratoire le plus élevé de Paris. Au XIXe siècle, avant d'être ce quartier bohème que nous chantait Aznavour, la butte Montmartre était un ghetto, un véritable bidonville. Autrefois, le quartier n'était qu'un vaste champ. Dans les années 1860, au moment de l'annexion de la butte à Paris et suite aux grands travaux du baron Haussmann, les Parisiens qui sont sans le sou sont chassés du centre de Paris et viennent alors se réfugier dans ce qui deviendra le maquis de Montmartre. Les habitants du village furent d'abord des vignerons, des laboureurs ou des meuniers, ensuite des ferrailleurs et des chiffonniers. On y croisait aussi des voleurs venus se cacher dans les ruelles labyrinthiques du quartier, d'où le surnom du maquis de Montmartre, et des petits voyous, que l'on appelait communément les Apaches. Malgré ses apparences de quartier miteux avec ses cabanes de bois trouées, Montmartre avait l'âme d'un village. Malgré la pauvreté, l'insécurité et le manque d'hygiène, tout ce petit monde constituait une communauté socialement organisée et unie. À cette époque déjà, la butte attire et inspire les artistes et les écrivains, tels que Van Gogh, Renoir, ou encore Monet, Zola ou Berlioz. Malheureusement, au début du XXe siècle, des promoteurs peu scrupuleux rachetèrent ou volèrent les terrains aux maquisards pour y construire des villas de luxe et des immeubles dans le style art déco, détruisant petit à petit toutes les cabanes du maquis. Le coup de grâce est donné quelques années plus tard, lorsqu'un incendie aux origines douteuses brûle les derniers vestiges du maquis de Montmartre. Malgré tout, le quartier conserve son âme et son atmosphère singulière. Les artistes continuent de s'y inspirer et d'y vivre, comme Édith Piaf, Jean Cocteau ou encore Serge Gainsbourg. Aujourd'hui encore, l'esprit bohème et artistique infuse toujours le quartier, en particulier la fameuse place du Tertre. Je vous propose maintenant de redescendre de la butte à la découverte de 3 lieux empreints de mystère. Le premier, c'est le cimetière de Montmartre, qui fut la dernière demeure du baron Dupotet, l'un des pères du magnétisme. Niché au pied de la butte, le cimetière de Montmartre est le plus insolite de la capitale. Il a la singularité d'être enjambé par le pont Caulaincourt, un pont métallique construit après de multiples polémiques en 1888. Inauguré le 1er janvier 1825, il est installé à l'emplacement des anciennes carrières de Montmartre, réputées pour leur gypse dont on fit un plâtre utilisé à grande échelle dans la capitale. Sur 20 000 concessions, on dénombre 350 personnalités inhumées au cimetière de Montmartre. En premier lieu, Dalida, dont la tombe avec sa sculpture en taille réelle et ses rayons dorés est la plus visitée et la plus fleurie. Également, on retrouve les sépultures de Berlioz, Stendhal, Offenbach, Ampère, mais aussi plus récemment Jean-Claude Brialy, Michel Galabru, Michel Berger, France Gall, Jeanne Moreau ou encore Sacha Guitry. Parmi les personnalités un peu moins connues, le baron de Potet. Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. Pourtant, Jules du Potet de Sénevois, 1796-1881, dit le baron du Potet, est considéré comme l'un des pères du magnétisme. Formé par Deleuze et l'abbé Faria, des célèbres magnétiseurs de l'époque, il pratique en milieu hospitalier, puis, après le rejet définitif du magnétisme par l'Académie de médecine en 1842, il se rapproche des milieux occultistes, spirites, puis théosophiques. Lors de son exil de 2 ans en Angleterre, il est probable qu'il ait participé aux réunions de l'Orphic Cycle, une société secrète d'occultisme dirigée par Lady Blessington et le comte d'Orsay. Ce cercle est réputé pour avoir pratiqué l'alchimie et pour avoir compté parmi ses membres Charles Dickens ou encore son amie Emma Brighton, laquelle fonda la société théosophique avec Helena Blavatsky. On y parlait cabale, astrologie, géomancie, rosicrucianisme ou encore franc-maçonnerie. Ce voyage a certainement été pour Potet un tournant occultisant, sachant qu'il rapprochait déjà le magnétisme de la magie de l'Antiquité dans son cours de magnétisme animal publié en 1834. Partisan dans sa jeunesse du magnétisme dit psychofluidiste, c'est-à-dire la théorie selon laquelle c'est la volonté du magnétiseur qui porte véritablement l'action magnétique, il évolua peu à peu vers une conception plus spiritualiste, où le magnétisme est alors assimilé à la force vitale de l'univers, où la véritable puissance est issue de l'action du divin au service de la santé physique et morale. Il affirme de plus en plus, après 1850, l'équivalence entre magnétisme et magie. Il ira même jusqu'à se proclamer sorcier. Et la conception du magnétisme comme l'explication ultime de l'univers et de l'histoire humaine.
Directeur du journal du magnétisme de 1845 à 1861, il constitue et anime pendant près de 60 ans un important réseau de magnétiseurs en France, mais aussi à l'étranger. Son ouvrage le plus célèbre, Magie dévoilée ou Principes de sciences occultes, est paru en 1852 en un très petit nombre d'exemplaires. Il était réservé à des initiés. En effet, Dupotet le cédait contre la somme énorme de 100 francs or et le serment par écrit de ne pas le communiquer et de ne pas en révéler les secrets. Son contenu, vous allez le voir, est en effet très orienté entre opérations magiques, préparation du miroir, préparation du cercle, attraction, principes et secrets et autres créations spirituelles. Son influence est d'ailleurs notable chez Eliphas Lévy, qui influencera à son tour le célèbre Aleister Crowley. Helena Blavatsky le cite à de multiples reprises dans son Isis dévoilée. La Société théosophique le nomme d'ailleurs membre d'honneur en 1879. On le retrouve alors un peu partout dans la presse, dans tous les ouvrages consacrés de près ou de loin aux questions magnétistes ou occultistes du XIXe siècle. Il est aussi cité de manière élogieuse dans la fameuse Revue Spirit d'Allan Kardec et également en littérature, chez Flaubert ou Balzac par exemple. Dupotet fut le défendeur du principe du magnétisme pour tous, comme une faculté humaine universelle. Selon lui, tout le monde peut magnétiser, c'est une faculté naturelle empreinte du divin, et tout le monde peut également être magnétisé. Il demeure de nos jours une référence pour tous les aspirants magnétiseurs. Son manuel de l'étudiant magnétiseur, publié pour la première fois en 1846, a été une nouvelle fois réédité en 2002 avec le sous-titre de couverture « La Bible du magnétisme ». Et il apparaît parmi les premiers résultats d'une recherche de type manuel magnétisme PDF sur Internet. Sur sa stèle visible au cimetière de Montmartre, vous pourrez observer la gravure de l'œil de la Providence. Ce fameux œil placé dans un triangle, un symbole associé à la franc-maçonnerie. Ce dessin est encadré de 3 mentions latines, posse, vele, credere, c'est-à-dire pouvoir, vouloir et croire. En dessous, la devise du baron Dupotet. La vérité, n'importe par quelle bouche. Le bien, n'importe par quelle main. Alors même si vous n'êtes pas féru de magnétisme, mais tout simplement, comme moi, passionné par les cimetières, je vous recommande celui de Montmartre, car c'est un lieu de promenade arboré très agréable, ainsi qu'un véritable musée de sculptures à ciel ouvert. Après ce petit tour au cimetière, je vous emmène au cabaret Le Chat Noir, qui, a priori, ne fut pas seulement un lieu de distraction, mais aussi peut-être un centre ésotérique. Vous connaissez forcément ce cabaret grâce à sa fameuse affiche, la tournée du Chat Noir. Le Chat Noir était un cabaret mythique de Montmartre, fondé en novembre 1881 par Rodolphe Salis, qui fut aussi à l'origine de la revue hebdomadaire du même nom. L'origine du nom Le Chat Noir est incertaine, entre allusions grivoises, référence à la nouvelle d'Edgar Allan Poe, ou encore un nom donné en l'honneur d'un chat famélique trouvé devant l'établissement. Situé au pied de la butte Montmartre, au 68 boulevard de Clichy, il fut l'un des grands lieux de rencontre du tout Paris politique et artistique et le symbole de la bohème de la fin du XIXe siècle, avec la fréquentation de Paul Verlaine, Guy de Maupassant, Victor Hugo ou encore Edmond de Goncourt. La renommée du Chat Noir s'est aussi faite sur les idées avant-gardistes, voire excentriques de son propriétaire, qui fit installer un piano sur scène, ce qui était une première pour un cabaret, proposa aussi un théâtre d'ombre, une sorte d'ancêtre du cinéma et véritable prodige d'innovation pour l'époque, ou encore en faisant garder l'entrée par un garde suisse chargé de refouler, je cite, les curés et les militaires. Aussi, une légende raconte que l'estaminet, à l'enseigne du chat mystérieux, n'aurait pas juste été un lieu de distraction. L'alchimiste connu sous le nom de Fulcanelli, lequel publia à fin des années 20 2 ouvrages proposant de décrypter la symbolique alchimique de plusieurs monuments comme la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore l'obélisque de Villeneuve-le-Comte, prétendait que le Chat Noir était un centre ésotérique et politique, un lieu de réunion d'une diplomatie secrète, d'une maçonnerie internationale. Fulcanelli serait né dans la première moitié du XIXe siècle, peut-être en 1839. Il aurait consacré sa vie à l'alchimie et à la réalisation du grand œuvre, le rêve des alchimistes, à savoir le fait de découvrir les secrets de la pierre philosophale permettant la transmutation du plomb en or et la vie éternelle. Eugène Cancelier, auteur des préfaces des 2 ouvrages de Fulcanelli et qui se présentait comme disciple en alchimie de celui-ci, dit avoir revu son maître en 1953 à Séville.
alors que Fulcanelli aurait dû être âgé de 113 ans. En introduction aux ouvrages publiés sous le nom de Fulcanelli, Cancellier affirme que celui-ci aurait bénéficié du don de Dieu, le fameux Donum Dei, ce qui signifie qu'il aurait découvert les secrets de la vie éternelle et aurait atteint l'immortalité. Aujourd'hui encore, vous pouvez faire un tour dans ce lieu mythique et manger des cuisses de grenouille au Chat Noir 1881, qui est toujours situé 68 boulevard de Clichy. Après cette petite halte de restauration, je vous propose de vous rendre dans le passage secret de la sorcière de Montmartre. Reliant la rue Junot à la rue Le Pic, l'une des plus fameuses artères montmartroises, le passage de la sorcière, de son vrai nom le passage de Paquis, continue encore d'intriguer les passants aujourd'hui. En effet, ce petit chemin abrite une étrange roche aux allures quelque peu monstrueuses. En réalité, ce drôle de rocher serait le vestige d'une fontaine, autrement dit une sourcière à l'époque où Montmartre était encore un maquis. Des géologues ont récemment établi l'origine géographique de la pierre. Le rocher proviendrait de la Marne aux environs de Reims. Avec le temps, le passage de la sourcière fut rebaptisé en passage de la sorcière par les enfants du quartier, car l'étrange rocher fait face à une grande maison cossue, protégée par un haut portail, dans laquelle aurait habité une vieille femme esselée et un peu folle. Ce rocher aurait été une sorte de barrière magique, servant à protéger cette femme qu'on disait sorcière. On ne sait pas de quand date exactement cette légende, mais la maison, elle, fut bâtie en 1871. Cette demeure est de nos jours un magnifique hôtel de luxe, l'hôtel particulier de Montmartre. Il est d'ailleurs conseillé de le traverser pour rejoindre le rocher, car le passage de la sorcière est aujourd'hui un passage privé. Et voilà, notre balade dominicale s'arrête ici. J'espère que cette découverte d'un Montmartre quelque peu ésotérique vous aura plu. Il me reste à vous souhaiter un beau dimanche matin et une belle émission en compagnie d'Alina. Je vous retrouve le mois prochain dans Witchy Planet pour notre prochain épisode dédié à Paris magique et ésotérique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Mon lecteur a bugué, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Un énorme merci à toi, ma très chère Vera, pour cette merveilleuse chronique autour du Paris magique. Donc c'est la première que vous allez découvrir, il va y en avoir plein d'autres. Et ça promet du bouillon. Et comme chaque 3e dimanche du mois, je ne suis pas toute seule. À partir de 11h, nous avons Ether le barde. Coucou Ether. Hello, hello. Bonjour tout le monde. Bonjour Alina. Tu vas bien ? Ça va, un petit raté au démarrage ce matin, une petite panne d'oreiller, mais je suis là, tout va bien, le café est sur le bureau, j'ai mangé mes tartines et nous sommes prêts aujourd'hui pour taper. Ah, taper ? Mais taper dans quoi ? On verra ça tout à l'heure. Donc, bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, dimanche 17 février, en nos contrées embrumées de Belgique, nous fêtons entre autres les Bernadettes. Bernadette, on le sait, elle est très chouette, et les Nadines. Donc, bonne fête aux Bernadettes et aux Nadines. Saint-Valentin est passé, on ne nadine pas avec l'amour. Et le printemps commence à faire sentir sa timide arrivée. Ça fait vraiment du bien. Nous venons de fêter pour certains et certaines Imolc, et on sent doucement effectivement la lumière et la douceur qui reviennent dans nos journées, qui s'allongent. Ça fait tellement de bien. J'ai hâte de voir revenir le printemps, qui est de loin ma saison préférée. Le soleil, en tout cas, bien loin au-dessus des nuages, lui, a une forte activité. Je ne sais pas si tu savais, Alina, mais plusieurs tempêtes solaires ont eu lieu ces derniers jours, et cela rend probablement l'activité un peu dynamique dans nos vies. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier, Alina ? Alors, pas spécialement. Non, j'ai pas forcément remarqué quelque chose, mais par contre, ouais, tu m'apprends un truc. Je savais pas qu'il y avait plusieurs tempêtes solaires. Il se fait en fait que le soleil est dans un pic d'activité. Tous les 11 ans environ,
son activité, ses mouvements intrinsèques s'amplifient et ça nous gratifie de quelques tempêtes solaires qui peuvent être un petit peu violentes pour nos moyens de communication et peuvent provoquer aussi quelques aurores boréales et on peut en voir jusqu'en Belgique notamment. Et pour commencer à rythmer nos journées de belles activités en Belgique, autrement que par les aurores boréales, pourquoi pas le 20 février, c'est mardi donc, de 19 à 20 heures au Spot, donc c'est une salle de spectacle à Ottignies. Allez voir le semi-opéra King Arthur de Henri Purcell. Alors, King Arthur, vous connaissez certainement cet air et quelques autres du roi Arthur. Guerre, boue, hiver glacé, faim, colère, complot. Le royaume d'Angleterre est au plus mal et les magiciens tentent de lui prédire des lendemains joyeux. Enfin, le jeune Arthur naît. Mais est-il vraiment celui qu'on attendait ? Arrivera-t-il à changer le cours du monde et à retrouver Emmeline, sa fiancée aveugle ? La compagnie Dérivation s'empare du vieux mythe du chevalier romantique et le porte sur scène de façon magistrale entre coups de synthétiseurs et chants lyriques. En réinterprétant et en modernisant cet opéra, elle a voulu rendre accessible au plus grand nombre. Les chants sont entrecoupés par des narrations et la musique est adaptée pour que l'intimité qui naît de cet opéra raconte nos vies et nos questionnements d'aujourd'hui. Donc un petit peu différent de ce qu'on connaît et des airs de Purcell. Hein. Alors ça se passe où ? Donc au Spot, à Ottignies, à l'avenue des Combattants 41. La réservation est obligatoire. Téléphoner au 010 43 57 10 010 43 57 10. Le prix est de 10 €, c'est vraiment très abordable. Et si vous avez l'abonnement minimum pour 5 spectacles, c'est 8 €. Voilà. En février, en Belgique, c'est aussi la grande saison des carnavals. Pour celui de Binche, qui est classé, il me semble, au patrimoine immatériel de l'humanité, c'est terminé. Mais renseignez-vous sur les localités qui vous intéressent. Il y aura peut-être encore quelques manifestations prévues. Une manière de chasser l'hiver à grands coups de musique et de pavés battus et de confettis, bien sûr, qu'on retrouve partout dans nos cheveux, dans nos chaussures. On peut notamment aussi citer le carnaval de Nivelles qui, lui, est encore à venir. Et ces festivités s'étaleront du samedi 17, donc de hier, jusqu'au mardi 20 février 2024. C'est un carnaval au cortège coloré qui est en plein centre-ville. Le samedi, c'était hier le carnaval des enfants avec déguisement et maquillage exigés pour tout le monde. Et il y avait une élection des princes et princesses du carnaval. Mais on aura encore des choses, notamment lundi, ce sera le brûlage des bosses des Gilles. Donc, ce qui... Donc toute la paille qui permettait de les rembourrer, leur donner cet aspect un peu mastoc, et ce sera la clôture des festivités avec un splendide feu d'artifice à ne pas rater. Plus d'infos sur le site du Carnaval de Nivelles, www.lecarnavaldenivel.be. À voir aussi pour les enfants et les plus grands qui les accompagnent, un spectacle de marionnettes à fil qui s'appelle Le Petit Éléphant Curieux, d'après une œuvre de Rudyard Kipling, ainsi que Camille Saint-Saëns, qu'on connaît avec le carnaval des animaux, notamment avec... cet extrait de l'éléphant. Kipling nous propose une farce zoologique. Peu de gens le savent, mais il fut un temps, les éléphants n'avaient pas de trompe. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, un petit éléphant trop curieux serait à l'origine de cette trouvaille. Flonflon adore poser des questions. Et un jour, pas comme les autres, il lui vient à l'esprit cette question déroutante de savoir ce que mange le crocodile à midi.
Bien plus qu'une question anodine et ridicule peut-être, Flonflon s'aventura tout seul à la recherche d'une réponse à cette question. Auprès de chacun des membres de la famille des animaux, l'oncle gorille, la tante girafe, ou la cousine autruche, ou encore le cousin chameau. Il posera cette question et personne ne sera capable de lui répondre. Son ami l'oiseau Colo Colo lui conseille d'aller voir le crocodile. Alors, ça se passe où? Au Théâtre Royal Perruchet, 50 avenue de la Forêt, à Ixelles, tout près de Bruxelles. Une réservation est préférable en téléphonant au 02 673 87 30. Le tarif est de 10 € et le public est évidemment plutôt autour des enfants de 4 à 12 ans. Et vous pouvez retrouver davantage d'informations sur théâtreperruchet.be. Alors, voici pour ces quelques activités proposées en Belgique. Si vous vous souvenez de notre dernière émission, je vous avais parlé des différentes passions qui peuvent nous animer et je vous avais notamment parlé de musique. Alors, la musique, on l'aura compris, c'est vraiment mon grand dada. Toutefois, on peut se dire, oh là là, moi je suis nul en musique, j'ai pas fait de solfège, je sais rien faire, je me contente d'en écouter. Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, je veux changer vos convictions. On peut tous taper du pied ou taper dans les mains sur nos morceaux préférés et ça déjà, c'est un très très bon début. Et je vous propose aujourd'hui de vous parler des percussions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une toute petite pause musicale, histoire de se mettre dans l'ambiance. Et ce sera l'occasion pour moi de vous faire découvrir un morceau qui, personnellement, m'a donné le goût aux percussions. Il s'agit d'un live de Paul Simon, le fameux Paul de Simon et Garfunkel. Et tout petit, moi, j'avais eu l'occasion à tant de reprises d'entendre ce morceau sur un album qu'écoutait ma maman. Et vraiment, ça me plaisait beaucoup. C'est un live qui se passe en 1991, si je ne dis pas de bêtises, dans le grand parc à l'intérieur de New York. C'était un 15 août. Il faisait mauvais, mais la musique emplissait tellement de soleil dans le cœur des gens. J'espère que ce morceau vous donnera envie de taper sur des bambous, des bouts de bois ou toute autre chose. Alina, tu nous envoies ça, Paul Simon ? Pas de souci. Avant qu'on envoie Paul Simon, aujourd'hui c'est la Sainte Bernadette, donc c'est la fête de la maman de Mimi. Bonne fête à la maman de Mimi. Voilà, on lui fait plein de gros bisous. Donc, oui. Paul Simon, donc ça veut dire que c'est The Obvious Child ? Obvious Child, tout à fait, l'enfant de l'évidence. Ok, on se retrouve juste après cette merveilleuse chanson. À tout de suite. À tout de suite. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Eh ben, ça déménage, mon très cher Éther, hein. Ça déménage du bouillon. Absolument, ça fait du bien. Oui, je danse. Alors, retrouvez-nous sur le chat de Radio Antasia pour discuter de chats, de rats et de toute autre chose. Alors, petite coquille, en début d'émission, je nous disais que nous étions le 17. Non, nous sommes le 18. Attends. Mais c'est bien la Saint-Bernadette et la Saint-Nadine, il n'y a pas de problème. Il y en a un jingle spécial pour les ratés, donc voici. Allez, vas-y, envoie. C'est ton premier, hein? Ah ouais, poète, c'est raté. Non, c'est pas mon premier. En fait, je ne sais plus lequel, mais il y en a un où je me trompe complètement de date. Je pense que c'est le premier de l'année où je nous dis une bienvenue en 2023 ou quelque chose comme ça, alors qu'on est en 2024, bien entendu. En tout cas, c'est la première fois que je te mets le jingle po. Voilà. Écoute, ça arrive. Et pourquoi ça arrive? Petite cuisine intérieure. Parce que hier, je rédigeais mon petit plan pour l'émission. Et puis, hier, on était le 17. Et donc, bien gentiment, je mets qu'on est le 17. Non. Nous sommes le 18. Heureusement, toutefois, l'éphéméride correspond bien à celui d'aujourd'hui. Ce serait plutôt... plutôt dommage. J'avais même pas vu que sur le plan, t'avais marqué 17 en fait. Et c'est ma faute aussi. Écoute. Allez, Alina, on le remet. Parce qu'en plus, Mimi, elle aime beaucoup ce jingle.
Ah bah écoute, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé sinon du morceau de Paul Simon, toi? Bah écoute, je trouve qu'il est vraiment très rythmé, ça donne envie de danser, de chanter, en tout cas ça donne envie de se lever de sa chaise et puis participer un petit peu à l'euphorie du live. Et ça donne aussi envie de faire de la musique, de taper, tu vois. Bah oui, effectivement, une bonne envie de taper sur des bambous ou toute autre chose. Mais si on ne s'appelle pas Philippe Laville, on peut toutefois commencer les percussions. Et je vais vous proposer ici des instruments pas chers et facilement accessibles, dont l'apprentissage est facile. Commençons par des petits instruments que l'on tient en main. Alors, je devais en avoir là sur mon bureau et puis j'ai eu un petit raté au démarrage ce matin. Donc, ils sont dans le fond d'une caisse un peu trop loin pour que je les atteigne. Mais de quoi je veux parler, en fait, c'est de toute la petite famille des shakers. Donc, ces instruments que l'on secoue. Notamment, moi, ce que j'ai, ce sont des petits œufs en plastique, j'en ai 2, qui contiennent tout un tas de petites billes en métal. Et c'est en fait une sorte de petit shaker. Ça a l'air assez simple, mais il y a moyen de faire tout un tas de choses avec ça en fonction de comment on place l'œuf. Si on met la pointe devant ou le fond, la partie plus arrondie de l'œuf sur le devant, ou encore les mettre sur le côté. Je trouve que c'est ce qui est encore de plus simple. On met la pointe, par exemple, vers le pouce. On secoue d'avant en arrière et il y a moyen d'obtenir différentes sonorités. C'est un petit coup à prendre. Il y a un petit défi pour que le son soit joli. Mais c'est un bon exercice pour s'essayer au rythme. Par exemple, vous passez votre musique préférée, un petit peu rythmée, un petit peu contemporaine, et on y va à tchic, tchic, tchic. C'est ce genre de son qu'il y aura moyen d'obtenir avec un bon petit coup de poignet. Comme je le disais, c'est un coup à prendre. Ça vient relativement facilement. Il y a moyen d'en mettre 2 dans une main ou 1 dans chaque main et puis agiter les mains pour obtenir ce rythme et vraiment se faire plaisir assez rapidement. Et un petit peu dans le même genre, vous avez aussi la cabasas. C'est une sorte de gros hochet. Vraiment, il y a une grande poignée. Et puis, vous avez un grand cerclage par au-dessus, en bois, entouré d'une sorte de collier de perles métalliques sur plusieurs rangées. C'est un tout petit peu plus technique à bien maîtriser que les œufs, mais on obtient un son un peu plus constant et moins aléatoire. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez le secouer, ça va être exactement le même son. Et vous pourrez aussi le rouler sur le côté de votre main. Qu'est-ce que ça donne comme son? C'est voilà, à peu près ceci. Voilà. Quelque chose qu'on peut secouer en rythme. On n'entend pas en fait, Ether. Ah, désolé. On vient de très 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 loin. C'est dommage, en fait, j'y ai pas pensé, mais Ether, il a la même platine que moi en fait, il a le même fonctionnement que moi. Sauf que quand je fais venir ton son sur la radio, c'est ton micro et pas le reste. Ah, c'est exclusivement le micro, le multimix ne passe pas. Mais c'est bien dommage. Eh bien, écoutez, nous allons faire un exercice de beatboxing. Alors, je vais tout simplement essayer d'imiter ces bruits. Donc voilà, on est sur quelque chose de très proche de tout ce qui est shaker. Et on pourra avoir ce tchaka 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 tchaka. C'est quelque chose qu'on retrouve, un instrument qu'on retrouve beaucoup dans les percussions brésiliennes. Un petit peu d'une autre couleur, on pourra s'essayer aussi, si on a envie de commencer les percussions, avec les grelots. Les grelots, ça apporte tout de suite un côté un petit peu plus magique à nos accompagnements. On retrouve aussi ce genre d'instrument que l'on peut attacher au pied ou à la cheville. Et c'est top si on joue déjà d'un instrument qui occupe nos 2 mains, parce qu'il y a toute une série de grelots qu'on peut attacher à nos chevilles et puis taper du pied, obtenir un claquement de pied qui occupera qui
ampliera l'espace sonore. Par exemple, si on joue de la guitare et qu'on veut faire une petite percussion en plus, on attache ça à notre cheville et on tape ça au pied. Mais on peut aussi tout à fait le mettre simplement dans la main, il y a comme une petite poignée, et on peut jouer de ces grelots. Alors, le grelot, on voit tous un petit peu ce à quoi ça ressemble. Est-ce que tu en utilises, toi, Alina, dans ta musique ? Oui, bien sûr, surtout pour les musiques de Noël. Voilà, effectivement, ça c'est, on a des gros grelots. Il y a différentes tailles de grelots. Il y a les plus gros qui auront une sonorité un peu plus grave, et les plus petits, en général, on les assemble ensemble et on obtient quelque chose. Alors j'essaye de trouver un moyen de vous faire entendre les extraits. C'est pas évident. Est-ce que tu pourrais me les envoyer par mail et comme ça, moi, j'essaie de les encoder dans mon logiciel de diffusion, si tu veux. Mais oui, tout à fait. Alors, essayons quelque chose. Toutefois, il nous faudra un peu de silence. Alors voilà, ici on a un petit peu de grelot. Hein. Je pense qu'on a entendu quelque chose, non? Ou rien du tout? Alors non. Ah là, aujourd'hui ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on a comme complication? Oui, c'est vrai qu'en fait j'ai un logiciel de diffusion qui ne prend que le micro de mon ordinateur. Il prend rien d'autre. Donc, et c'est ma faute, hein, les amis, parce qu'effectivement, quand Ether m'en a parlé hier soir, comme moi je pensais que comme tu avais le même platine que moi, ça allait marcher, bah en fait non. Donc vous voyez, on aurait dû faire un test en amont et on l'a pas fait. Donc c'est pas bien. Donc Alina, Mimi va être contente, hein, parce que ce jingle revient, hein, aujourd'hui. Hein. Attention. C'est du aujourd'hui, on étraîne, on essaye différentes choses. Vous êtes un petit peu nos cobayes. Alors là, pour le coup, les grelots n'apportent pas de magie. Hein. On est bien déçus. Oui, c'est triste. Ouais, les poussières d'étoiles. Allez, hop, en remettons un petit peu de magie dans nos vies. Et moi, je vous propose de découvrir aussi un instrument qui est très amusant. C'est le vibraslap. Alors, le vibraslap, ça sert pas à grand chose, si ce n'est ornementer un petit peu nos musiques. C'est alors, comment vous expliquer ça? Ça apporte tout de suite vraiment quelque chose d'assez amusant. C'est une sorte de boule en bois montée sur une tige en métal coudée, façon Saint-Travêtement, qui vient taper ou plutôt faire vibrer une petite boîte en bois qui contient elle-même des petites pièces en vibration, et ça fait vraiment un son très long, très 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 amusant comme ça. Alors si je lance ça sur mon téléphone, on entend. Il faut que tu mettes près du micro. Voilà, on a ce genre de son là. Je pense qu'on a entendu un petit peu. Oui. De très loin, en fait, de très loin, on entend. Il faudrait que tu mettes ton téléphone plus près du micro, ou alors tu me les envoies par mail, hein, en 2 secondes. Alors écoute, je te les envoie immédiatement par mail. Pendant ce temps-là, retrouvez-nous sur le chat de Radio Fantasia. Alors dis-moi, pendant que j'envoie le mail, qu'est-ce qui se passe sur le chat, Alina? Bah écoute, ça papote. Je voulais faire un petit exercice avec les enchanteurs en attendant que tu fasses le mail. Souvent, il y a une chanson qui revient et souvent on tape des mains. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Weaver. Ah bah oui. Donc tu vois, voilà, je pensais à ça quand tu me parlais de ton émission de ce matin. Mais oui, c'est une excellente, c'est vraiment une excellente manière de commencer à appréhender le rythme. Ouais. Alors, moi, je suis en train de t'envoyer mes fichiers. Et il y en a quand même un petit paquet. Heureusement, ils sont triés par numéro. Alors... Tu connais d'autres chansons qui donnent envie de taper comme ça dans les mains? Ah bah moi, pour le moment, il n'y a que celle-ci qui est en tête. Hein. We will rock you,
Cyan, allez ensemble. Ça part complètement en live aujourd'hui. C'est ça qui est sympa aussi. Hein. On est bien dans le direct. On est presque au 1er avril là. On est en famille. Voilà, normalement les sons te sont parvenus. Je ne sais pas. Ça va arriver. Si tu la magie quand même d'Internet. Sans ça, nous n'existerions pas déjà. Mystère et boule de chewing-gum. Mystère et magie. Ouais. L'email a-t-il transmis sa missive? Le chat noir a-t-il réalisé son opération? Oui, oh là, mais il y en a du son. Il y en a du son là. Wow. Mais oui, il y en a. Alors, c'est des petits machins. Il faudrait que tu coupes un petit peu. Alors, est-ce que tu peux quand même nous faire entendre doucement ce Vibra-Slap? Alors, c'est Vibra-Slap. Ouais. Le nom Vibra-Slap. C'est un ouais, c'est un normalement, c'est le 4e. Le 4e. C'est Zéro. Ah, mais c'est le premier. C'est le premier, mais enfin, oui, mais il n'est pas trié dans l'ordre, peut-être. Non, c'est le premier dans ma platine. Alors, je vais le mettre sur ma platine. Et c'est parti, les amis, on va écouter. Alors, c'est très très court. Hein. Attention, on y va. Et ça fonctionne, merveilleux. Vous avez entendu ? Incroyable. On y est arrivé finalement. La magie opère. Donc voilà, ce Vibra-Slap, moi la première fois que je l'avais entendu, c'était lors d'un concert du Blue Man Group, ces espèces de martiens bleus qui reprennent des morceaux de musique incroyable en tapant sur des tuyaux de différentes longueurs et qui donne une espèce de synthétiseur comme ça à frapper. Et il y en a un qui agite ce Vibra-Slap pendant très longtemps parce que le sien est électrique en fait. Donc dès qu'il le déclenche, il ne s'arrête jamais, ce qui donne lieu à quelques petites anecdotes amusantes. Alors, instrument tout aussi surprenant, mais peut-être bien plus simple. Ce sont les cuillères, pas celles pour manger, pas celles du petit déjeuner ou du dîner à venir. Ce sont des cuillères en bois, effectivement, mais plutôt façon cuillère à salade de l'ancien temps, un petit peu creuse, un peu à l'ancienne comme ça. Et elles sont en fait reliées dos à dos, un petit peu comme une pince à linge à l'envers. Ça a l'air ridicule comme ça, mais certains ont une maîtrise assez importante des cuillères. C'est très utilisé notamment dans la musique canadienne québécoise et vraiment ça ajoute une certaine percussion. Celle d'aujourd'hui, c'est plus la peine d'essayer de prendre 2 cuillères qu'on accole et qu'on frappe sur le genou et on n'y arrive pas. Elles sont jointes, hein, comme je vous le disais, comme une pince à linge, et c'est bien plus facile de les taper. Alors on frappe ça sur son genou en tenant les cuillères par la jointure. On peut aussi mettre la main plus ou moins dessus et obtenir un son un petit peu différent. Est-ce que, Alina, tu peux nous envoyer ce son des cuillères ? Bien sûr, c'est parti les amis. maîtrise beaucoup parce que c'est un instrument qui est relativement très très simple de facture, mais qui peut voilà, on peut progresser en niveau et prendre en assurance et varier ses rythmes. On peut aussi, avec les cuillères, penser au galop d'un cheval. C'est pas anodin, parce que notamment dans les musiques traditionnelles canadiennes et québécoises en particulier, nous avons ce qui s'appelle l'apodorythmie. L'apodorythmie, tout simplement, on est assis sur une chaise, on a des chaussures à fond plat avec une légère talonnette et l'on tape des pieds. Tout simplement, mais avec une technique un petit peu particulière d'avance et de recul du pied, cette podorythmie qui est parfois appelée le petit galop, qui est très présente dans des chansons qu'on peut entendre des groupes québécois, Mes souliers sont rouges ou ce genre de choses, ou des groupes bien plus anciens.
Ça me fait penser aussi au triangle. Alors évidemment, quand on veut se moquer de quelqu'un qui ne saurait pas jouer d'un instrument, on lui dit toujours oh, bah, je joue du triangle, hein, c'est pas cher et c'est pas difficile. Bah, c'est toujours c'est toujours la blague, mais comme pour le reste, c'est vraiment c'est difficile à maîtriser en fait parce que le triangle nécessite une bonne tenue de l'instrument. Et on peut le frapper dans ces 3 angles en obtenant des sons assez différents. Je vous recommande pas nécessairement le triangle au début parce que déjà ça peut vraiment casser les oreilles. Le son est assez clair et assez fort. On le tient relativement près de soi. Il faut être prudent. Il faut bien maîtriser son geste pour ne pas se détruire les oreilles et obtenir quelque chose qui soit joli. Pour tout ce qui est percussion de débutants ou plus avancés, bien entendu, on pense à tous ces tambours et le tambourin. Petit rappel, hein, le tambourin, c'est un cercle de bois avec ou sans peau de frappe. Il y en a sans peau où on agite simplement les petites des petits disques qui sont sur le côté et qui viendront donner un petit côté à la percussion. Comme on peut l'entendre ici. Alors, Dame Alina, je vous demande le tambourin. Alors attention les amis, le tambourin, c'est parti. Et voilà. Voilà, ce tambourin très simple, mais ici on l'entend jouer de manière assez complète par un artiste qui joue de base dans un orchestre. Alors ici, je ne sais pas si c'est si c'est. Il me semble que c'est tiré d'un répertoire et il y a vraiment moyen de faire des choses intéressantes en maîtrisant les techniques, c'est-à-dire soit en le secouant, soit en tapotant sur les côtés, en faisant glisser ses doigts. Donc ça, c'est aussi une manière de s'amuser aux percussions si vous le désirez. Ceci nous amène très naturellement donc au tambour à main. Vous pensez probablement au tambour chamanique, mais un petit peu plus lié à la musique, en tout cas à une pratique plutôt musicale. Ce serait ce dont je veux vous parler. C'est le bodhran. Alors, on ne dit pas bodhran, on dit Bawan, mais je vais vous le dire comme ça afin de pouvoir retenir la manière dont c'est orthographié. B-O-D-H-R-A-N, on l'appellera Bodhran ici, c'est comme ça que disent la plupart des gens. Ici en tout cas. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de grand tambour, originellement avec une peau de chèvre et un cerclage en bois. Et on le joue avec un petit battoir qui ressemble à un gros crayon avec un embout arrondi, qui est appelé aussi tipper, que l'on tient dans la main droite si l'on est droitier. Et le tambour, lui, le bodhran, se tient verticalement sur la jambe. Donc on le pose par exemple sur la jambe gauche, on tient le tipper dans la main droite et on vient le frapper avec la main extérieure. Et à l'intérieur du tambour, on vient placer sa main gauche, par exemple, si l'on est droitier, à moitié contre le cerclage et à moitié contre la peau au début, ou assez peu. Et on vient soutenir comme ça le tambour, mais on pourra aussi, côté peau, effectuer des mouvements de la main en poussant sur la peau, en mettant la main au milieu de la peau, etc. Ce qui permettra d'atténuer plus ou moins le son ou de faire monter plus ou moins le son. Et on a vraiment des choses qui sont très très jolies, qui sont rendues avec le bodhran, cette percussion irlandaise. Il y a des gens qui se sont consacrés complètement au bodhran et qui vraiment sont des virtuoses, pour ainsi dire, de cette percussion. Là, je pense, Alina, qu'il est nécessaire que tu nous le fasses écouter parce que c'est difficile d'imaginer ce que ça peut donner. Ah bah, déjà, rien que l'explication, je me dis, mais c'est quoi cet instrument ? Donc, ouais. On va découvrir. À tout de suite, hein, après le petit extrait, il fait 28 secondes.
Alors, ça ressemble à l'instrument que pouvait jouer Claude François à l'époque quand il était en Égypte. Oui. Waouh! Ben oui, effectivement, Claude François, on ne le sait pas forcément, mais il avait une formation de percussionniste et de batteur en particulier, et il jouait différentes percussions qu'on peut retrouver en Égypte ou dans les pays du Moyen-Orient. Il avait vraiment un talent pour ça, ainsi que d'autres choses. Alors, je ris parce que Robert, il me semble, nous parle d'un jouet qui existait à l'époque, qui consistait à 2 boules en plastique ou autre chose, ou peut-être en bois aussi, mais le plus souvent, je les ai vues en plastique, ça rebondit un peu mieux, qui sont reliées l'une et l'autre à un fil, et au milieu, il y a parfois soit un petit nœud, soit un petit... comment dirais-je, un petit anneau, et on secouait ces boules de haut en bas, et on pouvait obtenir une sorte de tic-tic différent. Et je pense qu'on pouvait aussi bien s'éclater les doigts en jouant à ce truc-là. T'as eu ce jouet-là, toi, Alina? Ça me dit rien. Voilà, on a la photo sur le chat. Ça me dit rien du tout. Moi, je suis pas très percussion de base. Oui, non, c'est ça. Mais là, je pense pas que ce soit vraiment un instrument à la base fait pour les percussions. C'est bien trop dangereux pour nos doigts. Mais voilà, ça c'est petit détail de la vie du chat. Après ce Bodran, moi j'avais envie de vous parler d'un instrument que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être. C'est le caron. Est-ce que ça te dit quelque chose, Alina? Pas du tout. Ah ben dis donc, on continue à apprendre des choses ici. Le caron, en fait, c'est une espèce de caisse en bois. C'est un instrument qui est d'origine du Pérou au 19e siècle, bien qu'on en trouve déjà des traces au moins 2 siècles avant. Et en tout cas, au 19e siècle, on le retrouve tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'origine pure de cet instrument est un peu triste, c'est-à-dire que les esclaves venus d'Afrique n'avaient pas le droit de jouer du tambour ou de leur percussion, et ils durent trouver autre chose pour le remplacer. Et le substitut, c'était donc une caisse en bois qui servait à la collecte des biens ou des marchandises, le poisson ou les fruits. Et il prenait cette caisse, il s'asseyait dessus et frappait tout simplement sur cet instrument improvisé. Le cajon d'aujourd'hui, il a un peu ou prou la même forme. C'est une caisse, je dirais, de à peu près 80 cm de haut, avec un trou à l'arrière pour permettre l'émission du son, et on frappe dessus avec ses 2 mains, tout en étant assis dessus, bien sûr. On peut l'incliner un petit peu pour gagner un peu de flexibilité en évitant de se retrouver complètement par terre. Et si on place les mains en haut du caron, on aura un son un peu plus aigu qui ferait penser à la caisse claire d'une batterie. Et si on frappe la main plus au centre, on aura un son plus grave qui rappellera la grosse caisse. Et certains carons modernes, comme le mien, comme celui que je possède, ont une sorte de tresse métallique qui est placée au fond et qui est maintenue avec des scratchs. Cette tresse, on l'appelle le timbre. C'est le même principe que ce qu'on trouve sous la caisse claire d'une batterie. Et ce timbre permet on peut l'activer ou non, et ça donne une petite résonance supplémentaire à chaque frappe qui imite encore un peu plus la caisse claire de la batterie. Il y a vraiment moyen de s'éclater beaucoup avec le caron et de faire des choses très très sympas. C'est, je dirais, le remplacement peu cher et peu encombrant d'une batterie. Alina, je t'invite à nous préparer le son du caron et d'écouter un petit peu ça. C'est un peu long, donc tu pourras diminuer le son en cours de route. C'est parti. Quand tu dis caron, ça veut dire cajon, hein? Oui, c'est ça. Parce qu'il nous le fait à l'américaine, mais moi je l'ai à la française. Donc... Ok, pour le cajon caron. À tout de suite les amis.
Donc voilà les amis, c'était le carone. Voilà, tout à fait, parce que je pense que si vous parlez de cajon, certains risquent de croire que vous les insultez. Hein. Blague à part, c'est un instrument qui est vraiment très sympa, c'est assez peu cher. Il y a moyen d'en trouver à partir d'une petite centaine d'euros. Évitez comme toujours, évitez de prendre les moins chers parce que vous risquez d'avoir des bois de mauvaise qualité, des assemblages très mal collés qui vous donneront un son très mat et très peu intéressant. Donc, quand on débute sur un instrument, comme on le disait, c'est pas la peine de mettre des 1000 et des 100 dans un instrument pour débuter, mais il vous faut tout de même un instrument de relativement bonne qualité qui vous permettra de commencer doucement. Donc, on s'assied dessus, on frappe les mains sur le devant du caron. Pensez bien à retirer vos bagues et vos bijoux qui risquent de morfler en jouant sur cet instrument et aussi d'abîmer l'instrument tout simplement qui est en bois relativement tendre. Pour finir, on va pas finir quand même, il y a encore différentes choses à venir. Je vais vous présenter la star des réseaux sociaux, à savoir le piano à pouces qu'on appelle aussi kalimba. Vous l'avez certainement déjà vu sur les réseaux sociaux. C'est une petite boîte en bois creuse avec une rosace pour laisser échapper le son qui s'est amplifié dans la caisse de résonance et surtout des petites lamelles en métal que l'on joue avec les pouces qui sont recourbés vers le haut. Vous savez, on a tous déjà entendu ça sur TikTok, les reels Instagram, les reels Facebook. Tu vois ce que c'est, toi, je pense, le piano à pouces, Alina? Pas du tout. Bah écoute, voilà, on passe un petit extrait. Oui, ok, pas de souci. Alors avant voilà. Mimi aime ce jingle, qu'on le remet. Alors c'est parti. Vas-y, garde espoir, Alina, reste avec nous. Allez, Karimba. Mais oui, je connais. Mais oui, je connais. Oui, mais évidemment. Oui, c'est merveilleux. Mais il faut que je l'écoute avant de comprendre ce que c'est. Mais oui, tout à fait. Alors, je vous ai mis sur le chat le lien, un lien Google, tout simplement. Vous tapez Kalimba sur Google et vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Hein. Donc, c'est vraiment cette petite boîte rectangulaire avec un petit trou au milieu et toutes ces lamelles. Alors, on le voit vraiment partout sur Internet. Alors, vous allez me dire, mais attends, il nous parle de percussion et finalement, il parle d'un piano et de quelque chose qui fait des notes. Eh bien, oui, les percussions, c'est pas simplement un son frappé, mais ça peut aussi être un son qu'on peut reconnaître avec une note. Et en ce qui concerne les kalimbas, vous en avez de deux genres un petit peu différents. Vous allez avoir des kalimbas qui sont accordés sur une gamme en particulier, quelque chose d'un petit peu modal, ce qui fait que quand vous allez jouer les lamelles, vous allez toujours être juste, entre guillemets, vous n'allez pas faire de fausses notes, c'est-à-dire une note qui sort d'une gamme établie. Donc là, ce sera plutôt des instruments de relaxation pour faire un son qui est joli, un son qui est plaisant. Donc là, il faudra choisir votre gamme en fonction de vos préférences. Mais vous ne pourrez pas, sur ce genre d'instrument, repiquer à l'oreille des morceaux qui vous intéressent. Par exemple, si vous voulez jouer Joyeux anniversaire dessus, ça va être difficile, voire impossible, parce que vous n'aurez pas toutes les notes de la gamme. À ce moment-là, si vous voulez toutes les notes de la gamme et repiquer des morceaux, il vous faudra un piano à pouces ou kalimba chromatique. Chromatique, c'est-à-dire que vous avez tous les sons de la gamme, les dièses et les bémols. Et là, vous devrez jouer tout simplement comme une partition ou en repiquant à l'oreille. En général, ils ont un petit peu plus de lamelles, une grosse trentaine, et ça vous permettra de pouvoir imiter vos morceaux favoris.
puisque je parlais d'instruments un peu trend, un peu tendance sur les réseaux sociaux, et que je vous parlais d'instruments qui respectent une certaine gamme, je vais vous parler du handpan. Alors, le handpan, dit comme ça, mais qu'est-ce que c'est? On en a tous déjà vu en se baladant, par exemple, dans les centres des grandes villes. On voit souvent certaines personnes assises par terre qui jouent de cet instrument. Ça ressemble à une énorme soucoupe volante en métal sur laquelle les instrumentistes viennent frapper avec les mains ou les côtés des pouces. Ils donnent un petit coup rapide comme ça. Et ça a un son vraiment très, très relaxant. On a aussi des versions plus petites qui sont les tongue drums, et là c'est vraiment une petite soucoupe volante, mais qui tient dans la paume de la main et qu'on vient frapper avec un petit maillet tout simplement. Petit bémol, je trouve que c'est bien dommage pour ces instruments parce que c'est assez cher. Les handpan, on les trouve difficilement à moins de 500-600 euros. Pourtant, voilà, c'est fait souvent de manière artisanale, figurez-vous, avec d'anciennes bonbonnes de gaz qui sont découpées, qui sont ressoudées pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors Robert nous dit que voilà, le handpan c'est un instrument à percussion, mais oui, effectivement pas destiné à marquer le rythme. Quoique, parce qu'effectivement quand on marque des notes, voilà, on peut les marquer selon un certain rythme. Mais oui, c'est pas un tambour, ça va pas être quelque chose qui va qui va faire un claquement défini pour soutenir une ligne mélodique. Il fera lui-même la ligne mélodique, mais c'est toutefois un instrument à percussion parce qu'on le frappe pour obtenir la note. Tout comme le piano, quelque part, est un instrument à percussion aussi, parce que c'est un marteau qui vient frapper un ensemble de cordes pour produire la note attendue. Alina, je pense que trêve de blabla, il faut que tu nous fasses écouter le handpan. Alors c'est parti les amis, le handpan. C'est très très beau, hein. Ah oui, c'est magnifique. Vraiment, il y a notamment sur YouTube, vous pouvez retrouver un musicien qui joue de ça pendant plus d'une heure. Une musique tout à fait relaxante qu'on peut intégrer à nos vies, à nos quotidiens et à nos pratiques. On y reviendra dans quelques instants. Je vois qu'il me reste assez peu de temps. Par contre, je voulais vraiment vous amuser en vous faisant écouter un instrument. Alors là, je pense que vous le connaissez pas de nom, ça va rien vous dire, mais vous l'avez forcément déjà entendu si vous écoutez de la musique brésilienne. C'est la cuica. Alors la cuica, pour faire très vite, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de gros tambour allongé. On met une de ses mains à l'intérieur et on trouve une petite tige en bois très mince et cette tige en bois est frottée. On vient agiter le long de la tige une éponge mouillée, tout simplement. Et le son de l'éponge mouillée, je pense que vous allez le reconnaître tout de suite. On ne frotte pas la douche, on ne frotte pas les éviers, mais on frotte cet instrument et ça donne ça. Alina, c'est à toi. Ah. C'est original, hein. Ah oui, c'est particulier. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette espèce de son que quand j'étais petit, je pensais que c'était un petit singe. Ah oui, j'ai cru que c'était un singe. Voilà, mais non. En fait, c'est un monsieur qui a son bras dans un tambour. Voilà, c'est moins glamour, c'est moins rêveur, mais bon, voilà, l'imagination des enfants est parfois très grande. Avant-dernier extrait, ça vous connaissez probablement, c'est la guimbarde. La guimbarde, c'est
c'est une espèce de petite goupille comme ça que l'on place à l'intérieur des lèvres contre les dents. Donc attention, ça abîme les dents. Il y a des techniques pour éviter de s'abîmer les dents. Voilà, c'est une petite goupille métallique et avec une petite aiguille au milieu on fait vibrer avec le pouce en la plaquant à l'intérieur de la bouche contre les dents ou sans les dents, ça dépend des techniques. On l'entend beaucoup aussi dans la musique traditionnelle québécoise. Fais-nous écouter le petit extrait, l'avant-dernier extrait de la Gambarde, s'il te plaît, Alina. Alors juste avant, je voulais faire un coucou à Diani qui t'écoute ce matin, mon très cher Ether, et elle est fan du handpan. Hein. C'est son instrument préféré, a priori. Ah ben oui, ça, j'aimerais bien m'en offrir un jour aussi. Je vais essayer de trouver ça moins cher. Kadarn avait l'air d'avoir plané en écoutant le handpan. Donc, oui, magnifique, magnifique. Alors, c'est parti pour la Gambarde. Alors c'est génial parce que j'ai l'impression que c'est le son qu'on entend dans pas mal de groupes nordiques, tu sais. Absolument, absolument. C'est un son qui peut se rapprocher. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait penser de très loin quand même, mais au didgeridoo, avec ces espèces de vibrations, parce que tout simplement, quand on joue de la guimbarde, on modifie la forme de sa bouche, on fait des et ce qui permet, d'obtenir ce son un petit peu particulier qu'on retrouve dans beaucoup de musique. Ça coûte pas bien cher, hein. Pour une dizaine d'euros, vous avez une guimbarde et vous avez des dents en moins. Voilà. Voilà donc pour quelques idées d'instruments abordables. Hein. J'espère vous avoir donné des petites infos. Kadar nous dit effectivement la gabarde, on le retrouve dans le son des westerns, des films d'Ennio Morricone, etc. Oui, effectivement, on entend ça un petit peu partout. Hein. C'est à essayer, un petit peu comme le kazoo aussi. C'est quand même beaucoup plus agaçant comme son, je trouve, mais c'est assez amusant. Hein. C'est une sorte de petit tube qui fait bzz bzz, dans lequel vous chantonnez à l'intérieur, comme le peigne sur lequel on place un petit bout de papier en le faisant vibrer devant ses lèvres. Et plus tard, pourquoi pas aussi l'envie de vous diriger vers des percussions un peu plus complètes, hein, comme la batterie ou les percussions classiques, parce que ne l'oublions pas, en fait, pour un amateur d'instruments comme moi, il faut savoir que le percussionniste classique, c'est celui qui va jouer le plus d'instruments dans un orchestre. Il doit apprendre et maîtriser tout un tas d'instruments dans cet orchestre, que ce soit des timbales, c'est-à-dire une sorte de gros tambour avec une pédale en dessous qui s'accorde et qui joue des notes assez précises, ainsi que le xylophone, les marimbas, le vibraphone, les carillons, les cloches tubulaires, etc. Et là, je voudrais, Alina, petite surprise pour tout le monde, pour terminer, que tu nous passes un petit extrait sonore du dernier instrument. C'est le numéro 13. Célesta ? Tout à fait. Alors, devinerez-vous ? Je vais mettre, alors attends une petite seconde, parce que comme tu présentais juste avant le son, eh ben, je le mettais dans la platine, sauf que tu l'as pas présenté avant, il faut juste me laisser un petit peu le temps. Mais oui, mais c'était pour faire la surprise, Alina, voyons. Ben, c'est pour ça. Hop, et c'est parti les amis. Merveilleux, Harry Potter. Effectivement, c'est très joli, comme nous dit Mimi, on dirait une boîte à musique et le principe est assez proche. Alors pour vous donner une idée de ce que à quoi ressemble un Célesta, eh bien vous voyez un piano droit dans une maison
Eh ben, c'est un peu la même chose. C'est un petit peu plus petit. Vous avez un clavier, peut-être un petit peu plus étroit. Et à chaque fois que vous appuyez sur une touche, au lieu d'actionner des marteaux qui frapperont sur les cordes, l'ensemble des cordes du piano, eh bien là, ça va frapper sur des petites lamelles. Et vous avez une pédale au niveau du sol qui vous permet de retenir des étouffoirs qui laisseront vibrer les plaquettes métalliques sur lesquelles viendront frapper les marteaux des touches que vous avez actionnées. Donc ça se joue à peu près comme un piano. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans Tchaïkovski, dans Casse-Noisette, etc. Vous pouvez en entendre beaucoup et qui était utilisé, bien entendu, dans la musique de Harry Potter. Voilà. Tous ces instruments, voilà, j'espère vous en avoir fait découvrir quelques-uns. Pour la plupart, ils sont relativement abordables. Le handpan, c'est un peu plus cher. Le Célesta, en général, on n'en a pas à la maison, mais vous pourrez retrouver certains instruments virtuels. Hein. Voilà, si vous avez un clavier MIDI à la maison, branché sur votre ordinateur, vous avez des effets virtuels de Célesta que vous pourrez jouer. Mais bon, voilà, je pense que si vous avez ce genre de matériel, vous savez à peu près déjà. Tout ceci, bien entendu, ce sont des instruments à jouer pour le plaisir, pour découvrir la musique, pour se faire du bien. Voilà, c'est déjà une très belle chose. Ça nous élève intellectuellement et spirituellement. Mais si vous voulez intégrer les instruments de musique, et en particulier les percussions dans votre pratique magique ou spirituelle quotidienne, bien entendu, nous pouvons, parce que on parlait des tambours chamaniques, mais on peut aussi utiliser tout autre instrument, en particulier aussi les instruments à bourdon ou à son continu, comme les harmoniums indiens ou les bols chantants, les cloches, les tintements, les carillons. Voilà, tout ça peut s'introduire dans notre pratique parce que le son, les percussions, les sons continus créeront un tunnel entre nos deux mondes qui nous permettront de nous connecter, d'assurer notre marche, d'assurer notre volonté et de traverser le voile. Il y a notamment aussi, il faut le citer pour terminer, une thérapie, des thérapies qui sont proposées grâce au son, soit vraiment le frappement léger de différents tambours autour du corps, pas trop fort, hein, il ne s'agit pas de nous déclencher une migraine, et aussi voilà, des tintements de cloches ou des vibrations un petit peu différentes. Voilà, je refais un dernier petit tour sur le chat avant de conclure. Et voilà, donc je pense que la kalimba, le piano à pouce, le handpan qu'on entendait et le Célesta ont été des choses qui vous plaisaient. Voilà, ça, ce sont effectivement des notes de musique, hein, mais on a aussi toutes ces percussions simples qui ne sont pas à négliger. Voilà. C'était super, mon petit Éther. Au passage, il me semble que Daniel Chouchi propose des sessions de musicothérapie. Donc, allez voir sur orphelia.com. Il me semble qu'il propose des sessions. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça peut être sympa de découvrir aussi la musique à travers ça. Je voulais poser une question, Éther, avant qu'on ne se laisse. Je t'écoute. Tu as l'air quand même d'être assez marqué au niveau de la musique, hein, que tu as beaucoup d'expérience, on sent que tu es passionné. Ce serait merveilleux de proposer une émission un samedi après-midi autour de ce sujet. Écoute, ce serait volontiers, j'ai beaucoup à dire. Et surtout autour de la pratique, quel type d'instrument on pourrait utiliser de manière simple pour accompagner notre pratique? Ce serait génial. Et c'est un sujet que je suis effectivement en train de travailler depuis quelques temps parce qu'il y a finalement assez peu de documentation là-dessus. L'instrument de musique n'est pas forcément pratiqué par tout le monde, donc n'est pas vraiment considéré comme un instrument rituel. Enfin, en disant ça, je dis beaucoup de bêtises, mais on le retrouve assez peu, effectivement, sauf dans le chamanisme ou les thérapies musicales, ou effectivement la musicothérapie dont on parlait, qui est très importante. Voilà, si vous prenez un livre de Jostein Gardner sur la Wicca, il va assez peu vous parler des instruments de musique, même si voilà, il va vous faire le lien entre, par exemple, les cordes frottées et l'élément feu, etc. Voilà, on a assez peu concrètement de choses qui nous sont proposées
proposer et je pense qu'il y a tout un terrain à défricher de ce côté-là. Tout à fait, surtout que nous sommes une radio, hein, donc dans la radio, on diffuse de la musique. Donc oui, normal. Quand on y arrive et quand on n'a pas des problèmes de platine, voilà. Mais oui, tout à fait, il y a moyen. Il y a toujours moyen. Et pour le plaisir, on se fait le dernier pour Mimi ? Allez. Allez, Mimi, c'était ton jour aujourd'hui. Hein. Ah oui, voilà, c'était le mien aussi. Tout était... ça arrive, hein, je veux dire, on tout peut pas être au quenouille. Alors les amis, donc n'oubliez pas ce soir Eric Cooper avec sa croisière folk en chanteresse, comme chaque dimanche soir, bien évidemment, entre 20h et 21h. Bien sûr, ensuite à partir de 21h jusqu'à 23h, vous retrouverez Luc et Mylène pour leur merveilleuse talk show. Faut qu'on en parle. Et n'oubliez pas aussi la rediffusion de cette émission, ça a lieu aujourd'hui entre 16h et 18h. Et si vous avez raté les émissions de ce week-end, eh bien mercredi après-midi, la rediffusion donc de la chouette émission autour du conte de Blanche-Neige. Si vous souhaitez avoir l'intégralité de mon plan et de tout ce que je vous offre dans cette émission, contactez-moi par mail, donc contact@radioantasia.fr. Je remercie les enchanteurs qui m'ont envoyé un mail ce matin à ce sujet. Je vous fais plein de gros bisous. Et aussi, forcément, l'émission donc d'hier soir avec Speak and Spell et notre merveilleuse Valérie de Demoiselle Étrange. D'ailleurs, hier soir, Ether était au taquet sur le chat. Ah oui, tout à fait. Ça m'a beaucoup intéressé. Effectivement, oui. Ça mettait le feu. En tout cas, ça a essayé d'éviter de le mettre parce que dans notre pratique magique, il y a quand même des choses sur lesquelles être vigilant. On manipule beaucoup l'élément feu et faut vraiment être prudent avec ça et rappeler les premières consignes de sécurité. C'est absolument essentiel. Mais si vous n'étiez pas là hier soir sur le chat, on sentait quand même que Ether était très très passionné par le sujet. On sentait aussi que tu t'y connaissais pas mal, parce que tu as transmis des tips là que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que j'ai suivi, comme beaucoup de personnes, des formations des premiers secours et de la prévention des premiers risques. En entreprise, on a souvent ce genre de choses. Et moi, je suis quelqu'un qui depuis très jeune, je suis assez effrayé en fait par le feu. C'est un élément qui m'effraie beaucoup, mais qui me fascine beaucoup. En fait, comme énormément de gens. J'ai vu que sur le chat, on était assez nombreux à avoir ce ressenti. Et voilà, bien maîtriser cet élément et bien le traiter avec respect et attention, c'est absolument primordial. Tout à fait, mon très cher Ether. C'est comme ça qu'on conclut l'émission de ce matin, les amis. Donc, on ne rate pas les rediffusions. Samedi prochain, l'après-midi, je serai avec un jeune homme merveilleux. Et oui, un jeune merveilleux qui va nous parler des ovnis. Mais d'une manière assez différente. On va déjà retracer son parcours. Et il est aussi créateur de contenu sur Internet. Il possède une chaîne YouTube sur laquelle il parle donc des ovnis notamment, et des rencontres paranormaux. Mais on va un petit peu se positionner en tant que nous, quand on découvre ce phénomène, qu'est-ce qui nous arrive émotionnellement, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que l'on transmet beaucoup sur les réseaux notamment et sur Internet, dans les vidéos, dans les documentaires. Souvent les gens qui voient des extraterrestres ou des ovnis sont souvent ris au nez, sont moqués, alors que ce jeune homme fait tout le contraire. Au contraire, il les met en avant, et c'est juste génial et merveilleux de pouvoir se dire qu'il existe des personnes comme ce jeune homme. Il s'appelle Paul Pluma, donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur Internet, et on découvrira son parcours samedi prochain entre 16h et 18h dans la chouette émission. Donc Paul comme Paul et Pluma, P-L-U-M-A-T. Comme je vous disais, le samedi après-midi, les sujets sont très très variés. Il va y avoir plein de choses pour cette première saison sur Radio Antasia. Tu aimes les ovnis, mon très cher Ether ? Alors, j'en ai jamais rencontré personnellement, donc j'aurais du mal à le définir. Néanmoins, quand tu parles de beaux jeunes hommes, je suis très déçu que tu ne parles pas de moi, Alina, même si je ne suis plus jeune et probablement pas très jolie. Mais peut-être que moi-même, je suis un extraterrestre. Ça, on a eu l'occasion de s'en rendre compte. Alors, je ne connais pas Paul personnellement, dans le sens où je l'ai jamais vu réellement, à part sur sa chaîne YouTube. Mais quand je parle de beau jeune homme, je parle de sa manière d'aborder le sujet, en fait. Je trouve ça beau. Voilà, d'accord. Très bien. Mais en tout cas, j'aurais hâte aussi d'écouter ce qu'il a à nous raconter et les témoignages qu'il va nous proposer. Ça va être magique, moi je te le dis.
Et oui. Oui, mais mystérieux, effrayant un petit peu quand même. Ce serait assez pour moi stimulant d'un côté, mais tellement effrayant de rencontrer des extraterrestres venus d'un autre espace-temps. Vraiment, j'ai froid dans le dos. Moi. C'est clair. On vous fait plein de gros bisous les enchanteurs. On se Ether la diva, me dit Gillian. C'est malin, mais tu peux parler, toi. Allez, on vous laisse plein de gros bisous à toutes et à tous et passez un très bon week-end. Un bon week-end à vous. Ciao.